Mossoul en Irak a été la tribune d'Abou Bakr el-Baghdadi, le gourou de la secte État islamique. Et bien, les forces irakiennes viennent d'annoncer en avoir pris le contrôle et déclarent la fin de Daesh. Ce sont là les titres du 20h. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver. Mais d'abord, pour commencer, le vice-président et le directeur général du Fonds saoudien pour le développement était chez le président du Faso et le Premier ministre. Il est allé exposer les domaines de financement probables de son institution par l'économie burkinabé. Les détails avec Nyarkitida. Ce midi à Kosiam, le tapis rouge est déroulé au vice-président et directeur général du Fonds saoudien pour le développement. À la tête d'une délégation, il vient réitérer au chef de l'État burkinabé le soutien de son institution au Burkina Faso pour son développement. Nous sommes très heureux donc que cette institution ait des relations avec le Burkina depuis il y a plus de 40 ans. Et cette année, aujourd'hui, nous sommes là pour deux projets. Le premier projet, c'est le projet de route qui va coûter 37 millions de dollars. Et un autre projet qui est le projet de forage qui coûtera autour de 60 millions de dollars. Et avec le président du Faso, ils ont déjà esquissé les modalités de décaissement dans les tout prochains jours. Nous sommes très heureux et dans les jours à venir, nous allons avoir des discussions avec le ministère des Finances pour qu'on puisse dégager les pistes d'aide et de soutien au Burkina Faso pour son développement. La collaboration entre le Burkina Faso et le Fonds saoudien date d'environ 40 ans. 4 décennies qui ont permis au Fonds d'aider le Burkina Faso dans les domaines de l'agriculture, de la santé et des routes. Après Kosiam, le directeur général du Fonds saoudien pour le développement a mis le cap sur la primature où il a été reçu cet après-midi par le chef du gouvernement, Paul Kabatieba. Et puis le président du Faso assiste à la messe d'action de grâce en l'honneur du pape François. Une présence de Rochma Christian Kaboré qui témoigne du soutien du Burkina Faso pour les actions du Saint-Siège dans le monde. Le film de la cérémonie avec Zoubaviel David Dabiré. Une messe d'action de grâce pour une fortification des actions du Saint-Siège dans le monde et pour la paix au Burkina Faso. Entre chants et louanges, l'église famille réunie autour du nostre apostolique à la cathédrale de Ouagadougou formule des bénédictions à l'endroit du pape François 4 ans après son élection sur le trône du Saint-Siège. Une messe qui tient également lieu de cérémonie commémorative de l'indépendance du Vatican et à laquelle prend part le président du Faso. Au regard de la lourde charge du pape, il est tout à fait normal que les fidèles prient pour lui comme il a demandé. Aujourd'hui également, c'est la célébration de la solennité de Saint Paul et Saint Pierre. Et en tant que successeur de Saint Pierre, comme je dirais, là où il est, au trône, il est normal que l'Église également consacre ses prières à ce qu'il ait la force, la clairvoyance et la simplicité de conduire tout ce troupeau à bon port. Et pour mener à bien cette mission dans le monde, le pape François fait de la tolérance religieuse son credo. Et le Burkina Faso se positionne comme une illustration parfaite en la matière. Occasion donc pour le nostre apostolique Burkina-Niger de saluer la cohésion interconfessionnelle qu'il qualifie de richesse sociale. Dans un contexte comme celui du Burkina, on a plusieurs raisons pour remercier. Pas tout simplement remercier l'Église catholique en elle-même, ses pasteurs et ses fidèles, mais aussi remercier le peuple burkinabé avec tous ses représentants des autres confessions religieuses, les musulmans notamment qui viennent de célébrer la fin du Ramadan, les autorités coutumières aussi, et évidemment l'État. Parce que la collaboration entre les différentes réalités, c'est une collaboration qui est extrêmement positive, tout en faveur du peuple burkinabé. Et bon, c'est bien le faire pour nous à l'Église, parce qu'on se rend compte que tout ça, c'est une fois de plus un don de Dieu. C'est quelque chose qu'on ressent de lui et qu'on est capable de le mettre comme quelque chose à partager tous ensemble. Et le nostre apostolique d'appeler les fidèles catholiques à vivre leur foi dans cette tolérance, gage de paix au Burkina Faso.
À l'Assemblée nationale, les députés prennent connaissance du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel. C'est un document qui couvre la période 2018-2020 et vise à mobiliser des ressources financières pour le pays. Explication avec Oumou Sissé Konsoum Koulibaly. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel DPBEP 2018-2020 présenté ici aux députés. Un document sujet à débat au regard des chiffres énoncés. Pour la période 2018-2020, les recettes budgétaires seraient de 2097,3 milliards de francs CFA en 2018, 2303,8 milliards en 2019 et 2526,64 milliards en 2020. Soit une hausse annuelle moyenne de 9,76%. Les recettes fiscales passeraient de 1512,6 milliards de francs CFA à 1913,31 milliards de francs CFA. Le poids des dépenses courantes reste dominé par celui des dépenses du personnel. 15 milliards pour les engagements pris avec les syndicats en 2017, qui n'étaient pas du tout prévus dans le budget. Il fallait le faire. Il y a l'incidence élevée aussi des intégrations statutaires, plus de 18 milliards en 2018 que nous avons prévu, pour un effectif de plus de 14 000, dont plus de 8 000 pour seulement le MENA. Au niveau de SND, c'est plus de 14 milliards en termes d'incidence. Dans le DPBEP, il ressort que les appuis budgétaires sont à la baisse. Je veux aussi qu'on dise, grâce à l'appui de tel partenaire, aux contributeurs de tel pays, vous avez une route, un barrage, etc. Donc, eux, ils ne veulent plus aller dans l'aide budgétaire parce que l'aide budgétaire aussi, certaines fois, c'est assorti de réformes. Aujourd'hui, le Burkina Faso est classé dans la catégorie des pays à risque de surendettement moyen, selon Country Policy and Institutional Assessment. Le taux d'endettement est de 35,46% contre 34,75% en 2016. Le Burkina Faso dispose d'une école supérieure de formation en protection civile, une école qui forme les officiers de sapeurs-pompiers d'une vingtaine de pays d'Afrique. Le ministre en charge de l'administration territoriale est allé ce matin comprendre ce qui se passe dans cette école. Le compte rendu avec Maxime Zango. L'Institut supérieur d'études de protection civile, dont la devise est de former pour sauver, constitue un maillon déterminant dans un contexte d'insécurité persistante et de recrudescence des catastrophes. Pour plus de visibilité et surtout pour encourager les principaux acteurs, le premier responsable du département en charge de la protection civile a tenu à faire le déplacement sur le terrain. C'est tout à fait normal que nous puissions les encourager, connaître leurs difficultés et voir dans quelle mesure le gouvernement burkinabé, qui a déjà soutenu cet institut, puisse encore le faire pour la rendre plus performante dans le cadre de la formation des officiers en matière de sapeurs-pompiers de l'Afrique. Visite du centre de secours, des installations techniques et administratives, échange avec le personnel, une démarche qui rassure. Actuellement, nous avons des formations en secourisme de l'avant, ce qu'on appelle en d'autres termes le secourisme au combat, pour faire face à la nouvelle problématique des attaques djihadistes de tout genre dans les différents pays africains. Lorsqu'on vous donne une charge de cette envergure et que vous voyez que les premières autorités du pays s'intéressent à votre structure, s'intéressent à ce que vous faites, il n'y a que du bonheur. Né de la volonté des États africains de trouver une solution à la protection civile, l'Institut participe depuis sa création il y a 5 ans à l'amélioration des capacités des services de protection civile par la formation d'officiers de sapeurs-pompiers en gestion de crise et de secourisme. Dans l'actualité ce soir, l'opposition politique burkinabé dénonce le projet de loi portant conditions d'exécution du programme des projets de partenariat public-privé. Pour l'opposition burkinabé, le principe d'allègement qui est souhaité ici est la voie royale pour le pillage des ressources financières. Ce matin, le chef de file de l'opposition a donné le ton à travers une rencontre avec la presse. Gérard Sommet, Zalissa Sanfo. Les partis politiques, membres du CEFOP, face à la presse, ils dénoncent ici ce qu'ils qualifient de corruption et de pillage organisé des ressources. Écrit halte. Il ne se passe pas un seul jour
sans qu'on ne découvre un scandale financier au sein de notre administration dans tous ces compartiments. Mais selon Zéphirin Diabré et ses camarades, le pire interviendra ce lundi 3 juillet si d'aventure la loi portant allègement des conditions d'exécution du programme des projets de partenariat public-privé était votée. Pour eux, cette loi n'est rien d'autre que la légalisation du pillage organisé des ressources. Il prouve au total 38 grands projets et nous on a un peu essayé d'estimer, ça doit tourner autour de 7 000 milliards de francs CFA. Construction et équipement de 240 CSPS et 11 CMA. C'est vrai qu'on a besoin de CSPS au Burkina et de CMA. Donc ça par exemple, ça va être par entente directe du gré à gré. Construction de 2 centrales thermiques pour fournir bien entendu l'électricité dont nous avons besoin, ça entente directe. Travaux de construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Où est l'urgence de l'autoroute Ouagadougou? Pour les membres du cadre de concertation de l'opposition politique burkinabé, leurs députés s'opposeront à cette loi. Et si malgré tout elle passe, ils organiseront des sittings, des meetings et des marches de protestation pour se faire entendre. Je vous le disais en titre également, la police municipale détient la palme de la corruption au Burkina Faso. Elle est suivie par les marchés publics et les douanes. C'est un classement RENLAC qui vient d'être publié cet après-midi. Sur quoi s'est fondé le RENLAC pour ce classement? On en parle avec Olopoda. La police municipale détient la palme d'or en matière de corruption au Burkina Faso. Et c'est le rapport 2016 du RENLAC qui publie l'information. Elle est secondée par les marchés publics. La douane, quant à elle, referme le trio de tête en s'adjugeant la 3e place. Si la Direction générale des transports terrestres et maritimes améliore son score en passant du 4e rang en 2015 au 8e en 2016, ce n'est pas le cas pour la gendarmerie et la police nationale. Il y a un certain nombre de structures de services, notamment celles qui ont en charge la sécurité, qui ont effectivement avancé. Donc la gendarmerie notamment et également la police nationale. L'enquête a porté sur 2000 personnes dans 14 villes des 13 régions du Burkina. Les marchés publics restent permanents dans le classement du RENLAC et les récentes affaires de corruption dénoncées dans ce secteur justifient bien cette perception des populations. D'où cet appel au renforcement de la veille citoyenne. Toutes les structures de la société civile qui sont à Sahel se mettent ensemble pour faire le suivi citoyen donc des 410 milliards qui vont être investis au Sahel. Comme chaque année, le lancement du rapport 2016 du RENLAC est précédé par la proclamation et la remise des prix du jeu concours Kouka. Pour cette 11e édition, Jessica Marie Kando du lycée provincial de Boromo et son fille Mariette Inès Kawase de l'école Saint-Vincent de Paul de Tenkodogo sont les 2 lauréates qui empochent chacune la somme de 160 000 francs CFA et bénéficient d'une bourse d'une valeur de 100 000 francs CFA. C'est déjà connu, la fête du 11 décembre 2017 aura lieu cette année à Gawa, dans le sud-ouest du Burkina. Et pour rendre la fête belle, des réalisations d'infrastructures sont prévues et en cours. Le comité régional d'organisation était sur les chantiers des différentes infrastructures à 5 mois de l'événement. Le point avec Madou Ouedraogo et Isaka Nana. Gawa en plein chantier pour les travaux du 11 décembre 2017. Sur l'axe de défilé, les machines sont à pied d'œuvre pour les travaux de terrassement et de dégagement des emprises. Avec ça, on va commencer les travaux de construction des ouvrages d'assainissement pour que la pluie ne vienne pas tout gâter, qu'on trouve la place à l'eau et après on va continuer. Même constat à la place de la Nation, les fouilles sont en phase de finition et l'entreprise installée à peine 3 semaines promet de livrer l'infrastructure à bonne date. Et la tribune comportera une place assise de 300 places couvertes et du pavé de 10 000 m². Nous allons finir, en tout cas dans le délai. Des travaux de voirie aux infrastructures immobilières, le nouveau marché, bref, tous les chantiers présentent un niveau d'exécution rassurant à la satisfaction du comité régional d'organisation du 11 décembre Gawa 2017 en visite sur les différents sites. Par rapport aux visites passées, la réalisation des infrastructures là a beaucoup évolué.
Et vraiment, c'est une réelle satisfaction. Et nous souhaitons que les travaux se poursuivent avec un respect scrupuleux des cahiers de textes. Du côté des promoteurs immobiliers, promesse a été faite que tous les logements seront prêts avant la tenue des festivités. Cette visite sur les chantiers du 11 décembre 2017 s'inscrit dans le cadre du suivi mensuel des travaux du comité régional d'organisation. Africapacité, le rendez-vous de la société civile organisée au Burkina Faso et des leaders d'opinion pour procéder à une évaluation holistique de la capacitation de l'Afrique. Un rendez-vous international qui a encore respecté sa tradition cette année à Bobo-Dioulasso. Les mécanismes de la justice transitionnelle pour une consolidation démocratique au Burkina Faso étaient le plat de résistance des participants. Le point des travaux de l'ouverture avec Mireille Tougouma. Une mobilisation de la société civile burkinabé ainsi que des leaders d'opinion, des participants venus de la République démocratique du Congo, du Mali et de la Côte d'Ivoire, et c'est parti pour le Forum international Africapacité, ce rendez-vous du donner et du recevoir en matière de consolidation du processus démocratique. Pour cette 5e édition, Africapacité emprunte le chemin de la vérité, de la justice et de la réconciliation. Nous sommes en train de rechercher ensemble quelle est la solution pour sortir, pour un peu ne pas faire le lit de l'impunité, mais surtout aussi être dans le droit chemin. C'est une justice qui doit être empreinte d'humanité, également tirer ses ressources, surtout sur nos transitions et nos habitudes. D'où un thème sur la justice transitionnelle. Quand on parle de justice transitionnelle, il s'agit effectivement de faire un lien entre la justice institutionnelle et les mécanismes traditionnels qui existent dans nos sociétés et qui portent des valeurs. Ces valeurs-là sont basées sur le consensus, sont basées sur la médiation, qu'il nous convient utilitaire de prôner afin d'identifier les sources et les ressorts qui nous permettront de renforcer la justice institutionnelle. Au sortir de cette rencontre, une feuille de route des participants sera proposée au gouvernement et à la nation dans l'objectif de consolider la démocratie et la justice. Africapacité se tient avec le partenariat technique et financier de la Convention pour l'observation domestique des élections CODEL et de l'ONG Diaconia. Des volontaires pour le Burkina Faso, environ 500 pour une première vague, et pendant 6 mois, ils doivent apporter leur contribution au développement du pays. Prêts pour mieux comprendre leur mission, ils sont soumis à une formation depuis ce matin, en présence de Zalissa Sanfo. L'ouverture est intervenue et images et commentaires. Ils font partie du contingent de volontaires nationaux retenus au titre de l'année 2017. Après une formation de 2 semaines, ces 500 volontaires vont mettre leur savoir-faire au profit du développement du Burkina. Ils sont donc attendus dans les secteurs comme l'éducation, la santé et l'économie. Et la répartition se fera en fonction de leur diplôme et de leurs compétences. Pendant 6 mois, ces jeunes vont prôner des valeurs citoyennes. Nous nous attendons d'un comportement exemplaire au sein des structures qui vont les recevoir. Nous attendons d'un investissement productif afin effectivement donc de développer leur employabilité pour accroître leur chance de s'insérer dans la vie professionnelle plus tard. Cette cérémonie marque le lancement officiel des activités de cette vague de volontaires, mais aussi leur engagement officiel. Investir dans un esprit de volontariat pour la promotion des activités de développement. Prenons l'engagement d'accomplir notre mission tout en cultivant les valeurs du programme, la citoyenneté surtout, et le civisme, le partage, la paix. Conformément au droit du travail, les volontaires ne perçoivent pas de salaire, mais l'État burkinabé prévoit une allocation mensuelle de 60 000 francs CFA à chacun de ces jeunes volontaires. Les joies et tristesses des candidats au baccalauréat 2017, parmi eux, Fabrice Koumbia, âgé seulement de 16 ans, l'un des plus jeunes candidats. Il vient de décrocher son diplôme série D avec la mention bien. Le bac en poche, Fabrice souhaite s'orienter en médecine. Son portrait avec Karim Sissé.
Amidou Koumbia est certainement l'un des parents d'élèves les plus heureux en ces jours-ci. Son fils de 16 ans, Fabrice Koumbia, a décroché son baccalauréat série D au premier tour avec une moyenne de 14,08. La veille du bac, il est rentré dans ma chambre et il m'a dit « Papa, je vous sens un peu souci pour moi, mais le bac, je vais l'avoir. Je vais l'avoir au premier tour. Moi, mon souci, c'est avoir au moins 14 de moyenne. » Maintenant, je me retrouve avec 14 de moyenne. C'est bien, comme on dit, la mention est bien, mais c'est pas je sens que j'aurais pu mieux faire en fait. Avoir le bac à l'âge de 16 ans, selon le corps administratif de son établissement, est rare dans le système éducatif burkinabé. Ce sont des cas exceptionnels. Nous ne les classerons pas dans le rang de ce que nous appelons des surdoués, mais ils font partie d'une catégorie d'enfants très assidus, très conscients, mais aussi avec un quotient intellectuel assez poussé. Ce jeune bachelier a même été félicité par le président du jury. J'avoue que ces notes sont remarquables. Et même, c'est vrai qu'on ne connaît pas très bien le candidat, mais quand il est venu pour prendre son relevé, je l'ai demandé, quand j'ai vu son âge, et puis se comporter aussi très bien, très calme. C'est vraiment bon signe. Désormais, le bac en poche, Fabrice Koumbia rêve de faire la médecine. Car, dit-il en souriant, il veut emboîter les pas de son papa, qui est de la santé. Je vais dépasser mon papa, je veux être le patron de mon papa en fait. Bien sûr, Céleste Koulibaly, l'ancien aide de camp de Blaise Compaoré, dévoile un pan de l'histoire militaire du Burkina Faso. À travers un ouvrage sur la guerre du Bani Volta 1915-1916, le lieutenant-colonel nous expose avec force détail la résistance des peuples de l'ouest du Burkina pendant la colonisation française. Il vient de présenter son ouvrage au public ce jeudi à Ouagadougou en présence de Nongba Kouda et de Vincent Tiendrebego. La guerre de Bani Volta, une histoire de la résistance des peuples de l'ouest de la Haute-Volta à l'invasion coloniale, retracée par le lieutenant-colonel Céleste Koulibaly. Les événements se sont produits en 1915-1916 sur des territoires à cheval entre le Burkina Faso et le Mali d'aujourd'hui. Ce n'est pas une fiction, mais un récit en prise avec le réel, même si les faits datent de 1915. Pour avoir des informations pointues sur cette histoire, l'officier militaire a fouillé dans les archives françaises. Des archives qui parlent de révolte des peuples voltaïques, mais pour le diplômé de l'école de guerre de Paris, il s'agissait plutôt, et bel et bien, d'une guerre, comme la guerre d'Algérie ou celle d'Indochine. C'était une aubaine, lorsque j'étais à l'école de guerre, d'avoir pu parallèlement m'inscrire à l'EPHU Sorbonne pour un master 2. Et il se trouvait qu'il y avait le centenaire de Verdun qui était la même année, issu de la promotion Verdun à l'école de guerre. Et ce thème-là m'a accroché tout de suite. J'ai dit il faut que je cherche à utiliser l'instrument du blanc pour savoir ce qui s'est passé et que nous ne savons pas encore. En tout cas, c'est un pan important et significatif de l'histoire de notre nation qui nous est révélé. Un livre intéressant pour l'histoire des forces armées nationales et pour la nation, s'est réjoui le chef d'état-major de l'armée de terre qui a parrainé la dédicace. L'ouvrage de 227 pages, édité par l'Harmattan, se vend en librairie à 14 000 francs. Et puis à l'étranger, la France a-t-elle fourni des armes aux génocidaires rwandais? 23 ans après le génocide de Rwanda, le rôle de l'Hexagone dans les tueries revient sur le devant de la scène. Un officier dans l'opération turquoise accuse les autorités françaises d'avoir livré des armes aux extrémistes hutus en fuite. Une accusation qui pourrait comporter des conséquences graves dans les relations franco-rwandaises. 23 ans après le génocide rwandais, le rôle de la France dans ces tueries revient sur le devant de la scène. En 1994, sous mandat de l'ONU, la France déploie plus de 2500 hommes dans le cadre de l'opération turquoise. En théorie, une intervention humanitaire, sauf que depuis plusieurs années, on parle du rôle ambigu de la France et de livraison d'armes aux génocidaires. C'est ce que dénonce notamment Guillaume Ancel, qui était alors officier dans l'opération turquoise. Moi, j'ai assisté à une de ces livraisons d'armes. C'était la deuxième quinzaine de juillet 1994. Je rentrais d'une mission d'extraction qui s'était mal passée. J'arrive sur la base de Siongougou, qui est le PC des forces françaises dans le sud du Rwanda. Et le commandant adjoint du détachement me demande de capter l'attention des journalistes
pour les détourner du convoi d'armes qui va partir vers le Zaïre. Parallèlement à ces dénonciations, plusieurs plaintes sont actuellement déposées, dont celle de l'association Survie. Le devoir finalement des Français et des Françaises, c'est de balayer devant leur porte, de voir les crimes qui ont été connus en leur nom, et donc effectivement de savoir, de faire la lumière sur ces crimes et de juger les responsables, parce que tant qu'on ne le fait pas, c'est notre responsabilité collective à tous et à toutes que de couvrir ces crimes-là plus de 20 ans après. Les autorités françaises ne sont désormais plus les seules à être visées. Pour la première fois, une banque française, BNP Paribas, se retrouve au cœur des soupçons de complicité. 3 associations accusent le groupe bancaire d'avoir autorisé des transferts de fonds de la Banque nationale du Rwanda destinés à un courtier en armement sud-africain en juin 1994. À partir d'avril 1994, quelques 800 000 personnes, en immense majorité des Tutsis, avaient été massacrées en une centaine de jours dans des tueries déclenchées après la mort du président Hutu Juvenal Habyarimana dans un attentat contre son avion. À Mossoul, l'Irak dit avoir repris la mosquée Al-Nouri et annonce la fin de Daesh. Les autorités irakiennes annoncent en outre que la mosquée Al-Nouri et le minaret penché Al-Dab'a ont été détruits la semaine dernière par les djihadistes. Les forces irakiennes ont donc annoncé ce jeudi la fin de l'État islamique. Les autorités irakiennes et la coalition internationale emmenée par les États-Unis affirment que l'entière libération de Mossoul est imminente et n'est plus qu'une question de jours. Les derniers hommes du groupe État islamique sont assiégés dans un territoire d'1 km² dans la vieille ville. Après la reprise de la mosquée Al-Nouri, le Premier ministre irakien a déclaré la fin du califat qui avait été proclamé il y a presque 3 ans jour pour jour par l'organisation terroriste. L'avancée des forces irakiennes est difficile car les djihadistes sont mêlés à la population et ont notamment recours à des snipers et à des kamikazes. Ils ne contrôlent plus que 40% de la vieille ville, soit à peine 1% de la superficie totale de Mossoul. Les civils encore pris au piège manquent d'eau, de nourriture et de médicaments. Les forces spéciales irakiennes ont repris la semaine dernière la mosquée Al-Nouri lors d'une opération éclair. Lorsqu'il n'était plus qu'à une 50aine de mètres, les combattants de l'État islamique l'ont fait exploser. Il ne reste plus qu'un dôme de cette mosquée construite au XIIe siècle. Quant à Abou Bakr el-Baghdadi, calife autoproclamé que la Russie déclarait avoir éliminé il y a quelques jours, il serait définitivement mort, selon le guide suprême iranien Ali Khamenei. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiens, revue de presse signée Vincent Tiendrebego. Dans l'invité de la rédaction de Sidoya, le ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale parle longuement de l'administration publique burkinabé et des questions actuelles du monde du travail. De la question des statuts autonomes, terme en vogue dans certaines revendications, Clément Penwende Sawadgo parle d'un simple calcul corporatiste visant à se faire sortir de la fonction publique pour être rémunéré spécialement. C'est égoïste et c'est pousser l'État à commettre l'injustice. Et le ministre de le dire, le bal est terminé. À la une de l'Observateur Palga, l'exécution d'une décision de justice provoque le courroux de la population à Koudougou. Selon le journal, la démolition d'une maison habitée au profit d'un nouvel acquéreur du terrain a suscité la colère des habitants de la localité qui s'en sont pris à l'huissier de justice qui conduisait l'opération. Ce dernier n'a eu la vie sauve que grâce à une intervention de la gendarmerie et s'en est sorti avec une voiture caillassée. Selon Aujourd'hui au Faso, Inoussa Kanazoué aurait échappé à une tentative d'assassinat. Le journal rapporte que l'information a d'abord circulé dans certains milieux avant d'être confirmée par une source proche du mania du ciment burkinabé. Des arrestations auraient eu lieu parmi le commando chargé de l'exécution de l'homme d'affaires et l'identité du principal commanditaire de l'assassinat pourrait être connue dans les prochains jours, selon le journal. C'est tout pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programme sur la RTB. Au revoir.